comment fonctionne la recherche? Alors, c'est un vaste titre, je vais essayer d'y répondre avec ma propre expérience. Que je commençais par présenter. Donc, moi, je suis biologiste de formation. À la suite d'études en biologie, donc assez fondamentales, puisqu'au départ, c'était la biologie moléculaire. Je me suis engagé vers les sciences cognitives, domaine dans lequel j'ai fait un doctorat pour rejoindre finalement des études médicales et me spécialiser en psychiatrie. Je travaillais à l'hôpital. Maintenant, j'exerce uniquement en libéral à Paris dans le 6e. Comment fonctionne la recherche? Tout d'abord, pour répondre à cette question, il me semble important de définir le contexte de la recherche dont on parle, en premier lieu d'essayer de définir l'objectif général de la recherche. Donc, première question à laquelle il est important de répondre, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on met en place un programme de recherche. Et un des premiers éléments de réponse ont été donnés par Olivier. Je vois essentiellement, en tout cas en ce qui concerne le programme de recherche qui nous est présenté aujourd'hui, deux objectifs principaux. D'abord, l'amélioration des pratiques, donc, et puis le deuxième objectif, c'est l'objectif de publication, donc de diffusion de la recherche. Moi, j'ai plutôt parlé du deuxième objectif, donc de l'objectif de publication. Alors, à partir du moment où on a répondu à cette première question, on se pose une autre question, de savoir quel type de publication et notamment quel type de lectorat. Je pense qu'il est important de cibler son lectorat et donc de fait de cibler le type de communauté auquel on va s'adresser. Et en l'occurrence, d'après ce que j'ai compris des intentions du programme de recherche, je pense que le programme de recherche vise une publication dans le domaine de la recherche biomédicale. Alors, euh, la recherche biomédicale donc publie essentiellement dans des revues, ce qu'on appelle avec des comités de lecture, des revues pour lesquelles, alors qui peuvent être en français, mais qui sont la plupart du temps en anglais, bien sûr, et qui demandent en fait aux auteurs de suivre une espèce de plan préformaté qui comprend en général quatre parties. Donc une introduction qui replace la question de la recherche dans la littérature scientifique concernée. Une deuxième partie qui concerne les matériels et méthodes. Troisième partie, les résultats. Et puis la dernière partie, la discussion. À partir du moment où le papier est écrit, on l'envoie à la revue qu'on a choisie. L'éditeur lit ce papier et décide ou pas de l'envoyer en ce qu'on appelle en revue. Et les reviewers, donc qui en général sont des chercheurs impliqués dans un domaine proche ou dans un domaine identique, les auteurs du papier, soit rejettent le papier directement, donc il y a un refus de publication immédiat, soit ils acceptent le papier avec une demande de révision, qui la plupart du temps sont majeures, parfois sont mineures, et extrêmement rarement, en fait, ils acceptent le papier sans révision. Et puis, à partir de ce moment-là, on repart, à partir du moment où il y a une acceptation du papier avec révision, on repart au niveau de l'éditeur. Les reviewers réinterviennent, reposent des questions aux auteurs qui répondent, il peut y avoir une répétition de son cycle à plusieurs reprises. Bon, ça s'éternise pas, ça finit soit par être accepté, soit par être rejeté, mais ça peut se répéter quand même un certain nombre de fois. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un papier finalement passe toutes ces étapes, l'étape de l'éditeur, l'étape des reviewers? Alors c'est compliqué de répondre à cette question, mais quand même on peut avoir il y a quelques, comment dire, quelques choses, quelques écueils qu'il est important qu'il est important d'éviter. Alors la première chose est qu'il est absolument nécessaire de poser une seule question. Donc un papier répond à une seule question. En général, quand on se lance dans un programme de recherche, on a tout un tas de questions qui nous arrivent à l'esprit et on aurait envie de répondre au maximum de questions. Donc il faut en choisir une, l'exposer clairement, précisément, et tout ça doit être mentionné dans l'introduction et comment dire, être mis en perspective de la littérature du moment, c'est-à-dire pouvoir présenter dans l'introduction que cette question claire et unique est la question qu'il faut poser à ce moment-là de la recherche en général. Le deuxième point important, donc le deuxième écueil potentiel, c'est celui des matériels et méthodes. Les matériels et méthodes servent à expliciter donc la démarche, les méthodes
de manière à permettre à qui voudrait le faire une reproduction exacte de l'étude. C'est rarement fait exactement, parce que sinon l'article de la réplication est moins intéressante, mais quand même il y a possibilité de reproduire l'étude, c'est quelque chose qui est demandé aux reviewers. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas compris, qui n'est pas précisé, ça fait l'objet de questions et donc de révision pour une publication. Et puis le troisième point, c'est de s'être intéressé à quelque chose de suffisamment intéressant pour avoir des résultats suffisamment intéressants et qui permettent donc d'ouvrir sur d'autres projets de recherche derrière. Alors, le troisième point, bien sûr, est moins prédictible que les deux précédents, mais malgré tout, ça intervient au moment de la formulation de la question. Alors la question, justement, c'est-à-dire l'hypothèse de recherche, d'après les discussions que j'ai pu avoir, notamment avec Grégoire, Claude, un petit peu avec Olivier aussi, il s'agit de vérifier ou de démontrer, plus exactement, l'efficacité des thérapies systémiques de Palo Alto ou problem solving. Et à partir du moment où la question est une question d'efficacité, il faut tout de suite clarifier la question et se placer dans une situation précise de pathologie. Donc il va s'agir non pas de définir l'efficacité des thérapies systémiques, mais de définir l'efficacité des thérapies systémiques dans telle pathologie. Et donc ça impose de définir avant tout des critères d'inclusion. Alors, il y a des critères d'inclusion, mais il y a aussi des critères d'exclusion, c'est-à-dire que pour éviter les facteurs qui pourraient venir biaiser l'interprétation des résultats, il va falloir définir aussi un certain nombre de critères d'exclusion pour avoir des populations suffisamment homogènes pour être représentatives. Et puis, le troisième point, quand on se pose la question de l'efficacité, consiste en la définition de ce qu'on entend par efficacité. Donc là, c'est juste à titre d'exemple, hein, on peut parler d'efficacité en termes de pourcentage de patients traités par rapport au nombre de patients reçus. On peut se poser la question également de l'efficacité en termes de rapidité de réponse. Donc ça peut être extrêmement intéressant, notamment de faire valoir ce type d'efficacité dans l'introduction d'un papier pour des raisons purement de santé publique. Et puis, une autre manière de voir l'efficacité, c'est peut-être également en termes de stabilité, c'est-à-dire qu'on peut traiter ces patients, la majorité de ces patients, avoir une rapidité de réponse tout à fait satisfaisante, et puis que tous ces patients finalement récidivent extrêmement rapidement, ce qui posera problème. Donc la définition de ce qu'on entend par efficacité sera importante aussi. Alors ça peut se faire a priori, on peut aussi rester ouvert par rapport à cette question-là et finalement conclure en fonction des résultats qu'on obtient. Alors, pour ce qui concerne la question de matériel et méthode, l'efficacité, pour définir l'efficacité d'une thérapeutique, quelle qu'elle soit médicamenteuse ou psychothérapique, le gold standard, en fait, est ce qu'on appelle l'étude contrôlée en double aveugle. Alors, qu'est-ce que veut dire l'étude contrôlée? Ça suppose qu'on compare, en fait, l'efficacité de cette thérapeutique par rapport à un groupe contrôle qui, dans le meilleur des cas, reçoit une autre thérapeutique déjà démontrée comme étant efficace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle. Le double aveugle, qui n'est pas toujours facile à mettre en place, consiste à ce que la personne qui reçoit le traitement ne sache pas dans quel groupe elle se trouve. Donc, est-ce qu'elle est dans le groupe qu'on cherche à tester ou dans le groupe contrôle? Ça, c'est le premier niveau de l'aveugle. Et le deuxième niveau de l'aveugle consiste en ce que la personne qui donne le traitement ne sait pas non plus dans quel groupe se trouve le patient. Alors, dans le domaine de la psychothérapie, c'est plus compliqué. Donc, là où on peut jouer, c'est en demandant à ce que la personne qui évalue finalement ne sache pas quel est le traitement qu'a reçu le patient. Et puis l'autre point, en ce qui concerne les matériels et méthodes, qui est un point absolument incontournable, c'est la question de la mesure. Donc pour publier dans le domaine de l'archive biomédicale, il faut absolument pouvoir mesurer l'efficacité et donc avoir utilisé notamment dans le domaine de tout ce qui est la psychologie,
euh, réaliser de la psychométrie, et ceci en vue de pouvoir démontrer finalement une significativité statistique. Pardon. Alors, à titre d'exemple, donc on a évoqué déjà l'agoraphobie donc en amont de cette conférence comme exemple et comme possible pathologie par laquelle commencer. Euh, donc, comment pourrait se passer la recherche pour un projet d'agoraphobie? On pourrait par exemple imaginer recruter 60 patients qui pourraient être recrutés via une consultation psychiatrique. Alors là, il s'agirait pour le psychiatre chargé du recrutement de donner une information et de faire signer un formulaire de consentement. À partir de ce moment-là, l'ensemble de ces patients seraient évalués au temps T0. Donc, je pense que dans le cadre de cette recherche-là, l'auto-évaluation, surtout s'il y a plusieurs intervenants, l'auto-évaluation sera sans doute une bonne option. Donc, ça veut dire l'évaluation par le patient. Donc, à partir du moment où tous les patients ont été évalués, ils sont orientés vers deux groupes. Donc, un premier groupe qui sera le groupe test et un deuxième groupe qui sera le groupe contrôle. Alors, le groupe test pourra donc par définition sera pris en charge par thérapie systémique type Palo Alto, et le deuxième groupe, le groupe contrôle, pourra par exemple, alors c'est pas un choix définitif ni une position, mais par exemple recevoir une psychothérapie de type thérapie cognitive comportementale. Une autre possibilité de groupe contrôle pourrait être un traitement médicamenteux. Alors encore un autre type de groupe contrôle, ce qu'on avait évoqué en amont, pourrait être un groupe de patients en liste d'attente qui vont eux-mêmes recevoir finalement la psychothérapie de type Palo Alto, mais ça paraissait un petit peu compliqué à mettre en place. À partir du moment où les groupes ont été définis, il s'agit de prévoir un certain nombre de mesures qui vont intervenir à différents temps de la prise en charge. Alors, ça peut se faire éventuellement pendant la prise en charge, ou ça peut se faire à un moment où la prise en charge est censée se terminer, donc ce qu'on appelle le T1. Et puis après, on peut imaginer T2, T3, T4, pour ce qui est de l'évaluation de la stabilité, de la consolidation, etc. Et puis donc de définir un moment où l'étude se termine et où tous les résultats sont dépouillés, c'est-à-dire ce qu'on appelle la levée de l'aveugle, pour reprendre la terminologie que j'ai utilisée tout à l'heure. Alors, euh, je vais terminer par cette diapo. La question, par exemple, si on prend la question de l'agoraphobie, il s'agit de définir quelles mesures. Alors, on a évoqué aussi une échelle globale qui serait la OQ 45.2. Alors c'est une échelle que pour le coup je pratique pas, mais que j'ai regardé un petit peu, qui me semble effectivement intéressante. En revanche, je pense que associé à cette évaluation, il serait intéressant et judicieux de pouvoir aussi avoir des mesures plus spécifiques de l'agoraphobie. Et donc là, j'ai donné simplement à titre d'exemple l'auto-questionnaire des peurs, l'inventaire de mobilité et les questionnaires des cognitions agoraphobiques, qui ont toutes les trois l'avantage en fait des questionnaires d'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remplis par le patient et donc ils peuvent être tout à fait implémentés aussi dans un module web sans problème, qui sont également aussi des questionnaires de courte durée. Avec également l'avantage, et c'est important aussi quand on choisit notre outil de mesure, de pouvoir être utilisé une première fois et une deuxième fois sans interférence entre le test et le retest. Voilà. Voilà ce que je peux donner un petit peu comme élément pour répondre à cette question de comment fonctionne la recherche. Je vous remercie.